Avant d'accueillir les premiers intervenants de la première conférence et afin d'ouvrir comme il se doit cette belle journée, j'invite Benjamin Thaler, directeur exécutif d'ESV, à me rejoindre pour le mot d'accueil. Bonjour Benjamin. Bonjour et tout d'abord, quel grand plaisir de se retrouver ici. Je crois que c'était ce qu'on attendait tous, de se retrouver physiquement pour reprendre un peu le chemin du contact et relancer la collaboration. C'est MyESV Day, on l'avait rêvé, on le fait, on commence, c'est une grande journée. J'en profite pour remercier tous les gens qui accompagnent l'association, les adhérents qui seront nombreux présents ici, mais aussi tous les partenaires que je ne vais pas citer parce que ça sera trop long et qu'on ne va pas faire quelque chose d'institutionnel. Mais c'est important aujourd'hui de se sentir accompagné, d'autant plus qu'on voit qu'on va être en mode d'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes outdoor. Et le mot d'ordre de cette journée, c'est « The Way Outdoor ». Donc, on est sorti de nos bureaux, nous sommes sortis des halls d'exposition, nous sommes sortis des salles de conférence pour effectivement rechercher de la respiration et de l'inspiration. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette journée multiple, avec justement des tests des produits des entreprises, l'occasion de discuter avec les représentants de l'association, et notamment Émilie est là avec vous si vous la questionnez sur nos services. Parce que c'est important, une association, il faut qu'elle vive et qu'elle soit utilisée. Mais c'est aussi un moment important pour qu'effectivement nous réfléchissions à l'avenir. Donc, the Way Outdoor, c'est un moment important. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux enjeux. Et il nous faut de l'ambition, il nous faut de l'audace. Simplement, quand on est devant la paroi, on ne sait pas par où passer. Donc aujourd'hui, on va vous présenter différents topo guides sur différents sujets pour pouvoir effectivement répondre à des enjeux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à un moment clé. On va parler de la crise du Covid. Certes, c'est important, parce qu'elle nous a tous bouleversés. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la crise du Covid nous a dit « Ah, il y a des choses qu'il faut qu'on change. Ça n'est plus comme avant. Donc, il faut qu'on revoie notre façon de voir les choses. » Première chose, le business. Qu'avons-nous appris de ces 18 mois ? Quelles sont les instructions ? Quels sont les chiffres clés qu'on a sur la consommation ? Quelles sont les tendances importantes sur la façon de faire le business ? Et comment certaines entreprises ont entamé une mutation ? Donc ça sera le talk business sur lequel on a aujourd'hui tout de suite les quatre intervenants, Pascal, Frédéric, Paul et Caroline, que je remercie pour leur investissement. Ensuite, un autre point important, nos entreprises, ce sont des hommes et des femmes. Les ressources humaines, ce n'est pas qu'un service, c'est une vraie philosophie. Et quand on est l'outdoor, l'humain doit être au centre de nos préoccupations. Et on va aller un peu voir ailleurs. Et François Pinochet, qui a écrit un livre dans lequel il a mixé son expérience de manager et sa passion pour les bonsaïs, va témoigner de quelque chose d'autre. On ne parlera pas forcément de business, on ne parlera pas forcément technique, mais ayons un peu de sensibilité. Et puis la sensibilité, il faut qu'on en ait aussi. Quand on parle de marketing, on parle vraiment de service, on parle d'efficacité, on parle de retour sur investissement, on parle d'investissement pour développer les ventes, la notoriété ou la réputation. Et Fred Cavazza va nous apporter une autre approche où on doit être résolument optimiste, résolument engagé et résolument transparent pour pouvoir toucher des cibles qui vont s'engager avec nous. Et puis, quand on parle d'engagement, et on en a beaucoup parlé avec Patrick en préparant l'Assemblée générale qui suivra, quelque chose nous saute aux yeux. Alors on a parlé de développement durable, on parle de responsabilité sociale et environnementale. Vous mettez le mot que vous voulez. Mais je crois que quand on est dans l'outdoor, on a un devoir de prendre cette question à bras-le-corps. Et c'est tous ensemble qu'il faut qu'on s'y mette. On a des programmes, on a des ambitions, mais avant on a des éclaireurs. Et 3 éclaireurs sont venus aujourd'hui pour nous en parler. Jean-Baptiste Bosson, un glaciologue. Monsieur Kopp, qui est le PDG de Veja, une entreprise que nous connaissons, que nous reconnaissons, mais qui va nous livrer certains de ses secrets pour sa politique RSE. Et enfin Bertrand Barret, qui est intervenu déjà maintes fois chez nous, va nous apporter son éclairage en tant que spécialiste du design sur les attentes des consommateurs dans cette période de mutation où la notion de protection de la nature et responsabilité sociale et environnementale est importante, mais sur lequel on a besoin de l'éclairage et de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, j'en ai beaucoup dit, je vois que la salle se remplit et ça me fait extrêmement plaisir pour qu'on partage du savoir, partage des connaissances, partage de l'expérience.
Je pense que c'est important et l'association ne vit qu'avec, elle vit pour, mais elle vit avec et elle vit par ses adhérents, elle vit par la filière. Et c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. On a donné comme mot d'ordre de cette journée the way outdoor. Je fais le pari que dans 10 ans, les gens diront, par rapport à ce qu'on aura fait, que outdoor is the way. Voilà, je te laisse la parole Stéphanie et à nous de commencer. Merci beaucoup Benjamin. Une journée riche, vous l'aurez compris, on commence tout de suite avec la prise de parole autour du business, avec comme mot d'ordre réaction, adaptation, mutation. Et je vous demande d'accueillir Pascal Malter et Anne-Lise Rioux de Niveal Media, Frédéric Tin de sportguide.com, Monsieur Paul Petzel, fondateur de Petzel comme son nom l'indique, et Caroline Devailly, CIO de Zachski. Mesdames et messieurs, bienvenue. Asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Comment s'adapter, rebondir face aux changements technologiques et besoins de consommation en constante évolution? La fin ne justifie plus les moyens, vous le savez. Quels sont les nouveaux business models à suivre? Quelles sont ces entreprises qui s'adaptent, anticipent à la fois sur le futur économique, mais aussi qui sont aujourd'hui responsables et solidaires? Bonjour à vous tous, un grand merci d'être présents avec nous. Je propose de commencer par une photo détaillée des tendances et des chiffres avec vous, Anne-Lise Rioux et Pascal Malter. On vous laisse la parole. Alors, on va vous présenter des chiffres. Ces chiffres, alors je vais me présenter en deux minutes. Je suis Pascal Malter, je suis un des 2 propriétaires de Niveal Media. Niveal Media, c'est 13 marques médias, comme Montaigne Magazine. Quand je parle de marque média, c'est le magazine papier, et c'est le site internet éponyme. C'est donc Montaigne Magazine, Grimper, Big Bike, Skieur, Ski Magazine, etc. Les chiffres qu'on va vous présenter sont les chiffres que nous remontons de l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation chez nous? C'est des programmes que nous avons avec des e-commerçants comme Snow Leader, EcoSport, Le Vieux Campeur, etc., via nos sites internet, via nos guides matériels. Et lorsque nos internautes sont sur les sites, qui se renseignent sur le matériel, ils cliquent et grâce à ça, on les suit, on les traque et on peut donner des tendances sur ce qui se passe, alors pas sur le marché. Il ne faut pas prendre ces chiffres que Anne-Lise va vous donner pour argent comptant, mais c'est le reflet de ce qui se passe chez nous. Et donc, on peut penser que c'est quand même aussi un peu le marché. Mais je voulais quand même bien préciser le biais qu'il existe dans les chiffres qu'on va vous présenter. Anne-Lise. Merci Pascal. Donc, on a voulu commencer la présentation de nos chiffres par un point sur les pratiques sportives et de loisirs. Donc, un petit état des lieux. En 2020, on a vu un engouement de certaines pratiques. Le running, par exemple, qui fait plus 10% selon l'Observatoire du running. C'est quand même plus 1,4 million de runners en plus. La randonnée, qui reste le sport préféré des Français. Le vélo, avec une augmentation de 28% des pratiques, selon Vélo et Territoire. Le ski de rando, qui a connu un engouement sans précédent. Et le VTT, avec assistance électrique. En revanche, en 2021, certains sports ont été complètement à l'arrêt. Le ski alpin, le snowboard, l'escalade en salle. Des pratiques compétitives ont beaucoup souffert. 80% des courses ont été annulées. Et enfin, sur le tourisme, on observe un resserrement sur la France et sur l'Europe. Donc, en toute logique, les audiences de nos sites sont le reflet de ces pratiques. Sur Montaigne Magazine, en 2020, on constate plus 40% de visites, ce qui s'est confirmé en 2021 avec un haut niveau de fréquentation. Sur Big Bike, qui est notre magazine consacré au vélo enduro, plus 46% de visites en 2020, confirmé également en légère baisse en 2021. Sur Trek Mag, on a plus 15% de visites en 2020, alors que Trek Mag concerne à la fois les treks en France, mais aussi à l'étranger. Donc, malgré l'arrêt des déplacements à l'étranger, on a quand même plus 15% de visites. Et enfin, Grimper, plus 15% de visites aussi en 2020 comparé à 2019. Le pendant de ça, c'est que certains de nos sites sont complètement à l'arrêt. Sur Skieur, on a moins 38% de visites sur la saison 2020-2021 comparé à la saison précédente. Sur SnowSurf, c'est moins 45% de visites, donc c'est quand même des chutes énormes de trafic. Et sur WiderMag, notre site qui est consacré au trail running, on a aussi une baisse importante due à l'arrêt des courses
en 2020 et une reprise très très lente en 2021. Ensuite, on a essayé de dégager les grandes tendances en termes de consommation de contenu et de business, d'e-commerce, comme disait Pascal. Ce qu'on a remarqué, c'est que les sujets qui intéressent énormément nos audiences en 2021, c'est tout ce qui est coaching et pédago. Sur Montagne Magazine, on a plus de 25% de visites en 2021 sur la rubrique pédago. Donc, c'est des sujets très basiques sur comment choisir la taille de son ski de rando, tout savoir pour débuter en ski de rando. On reprend vraiment les bases, on explique la différence entre un ski de rando et un ski alpin, comment s'y prendre, quelle course faire pour débuter. Les 3 premiers articles sur Montagne Magazine, c'est les tailles du ski de rando, tout savoir pour débuter et faire ses besoins en montagne. Bon, ça, c'est plus un petit peu une joke c'est eu beaucoup de partages, 50 000 partages sur cet article. Et sur Wider, il y a eu 3 articles coaching qui sont dans le top 10 des sujets. Donc, c'est des articles très concrets, des séances de fractionnés, des séances pour travailler au seuil et des exercices de musculation. L'autre sujet qui a très bien marché chez nous, c'est la recherche sur les randonnées, les itinéraires. Cette tendance est d'ailleurs confirmée si on regarde la tendance des recherches sur Google. En 2020, il y a eu un pic de recherche sur le terme randonnée qui se confirme en 2021. Pour illustrer cette augmentation de l'intérêt de ces sujets, sur Trek, la rubrique topo recherche d'itinéraire fait x30 entre 2021 et 2020, donc c'est énorme. On a lancé une rubrique mini Trek avec des idées d'itinéraire sur 2-3 jours, qui a aussi fait plus 60% en 2020. Et enfin, sur montagne, donc tout ce qui est topo, donc c'est topo, escalade, randonnée et ski de rando, ça fait plus 46% de visites en 2021 par rapport à 2020. Enfin, le dernier sujet qui ressort dans la consommation de nos sites, c'est le matériel. Les gens viennent sur nos sites pour avoir des renseignements, pour savoir quelles chaussures choisir, quel ski choisir. Donc on remarque que les chaussures de trail et les chaussures de randonnée ont fait plus 15% en termes de business chez nous en 2021. Le bivouac aussi a eu un fort intérêt, avec 45% de clics en plus sur les sélections de bivouac. Et je voulais faire un focus particulier sur le ski de rando, parce que c'est vraiment une année exceptionnelle. On a remarqué que nos tests de ski, parce que nos équipes éditoriales vont tester les skis avant la saison, ont fait plus 30% en 2019-2020, et en 2020-2021, c'est énorme, c'est plus 55%, alors que la saison précédente était déjà excellente. Sur Montagne Magazine, on a 5 sujets ski de rando dans le top 20 des sujets, donc ça fait des articles qui font plus de 20 000 pages vues, ce qui commence à être important. Au niveau e-commerce, on a sur Montagne Magazine, on constate une embellie très importante à l'été 2020, parce qu'on a plus 44% de chiffre d'affaires. En 2021, on a une légère baisse, mais on reste quand même largement au-dessus de 2019. Donc ça, c'est pour donner les grandes tendances sur la consommation de nos guides matériels, les clics et les transformations en achat de matériel. Ensuite, je vais passer la parole à Pascal pour qu'il vous explique comment on s'est adapté pour répondre, pour aller chercher des nouveaux annonceurs qui sont les territoires. Alors, nous avons dû, face aux difficultés qu'avait le monde du matériel, qui de plus en plus frileux sur nos supports, nous avons dû chercher d'autres alternatives et nous nous sommes tournés vers ce que nous appelons les territoires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les collectivités locales, les Comcom, les départements, les communes, les stations sont devenus des gros partenaires pour nous, pour Niveal, des gros investisseurs publicitaires, et qu'une démarche importante, et c'est important aussi pour nos activités, c'est qu'elles se tournent vers le sport comme un vecteur touristique, c'est-à-dire qu'elles perçoivent le vélo, le ski de rando,
l'escalade un peu plus difficilement parce que l'image est moins porteuse de valeur ajoutée, moins perçue en tout cas comme cela malheureusement. Elles ont investi complètement le sport comme un élément d'attractivité pour leur territoire. Et de ce fait, nous en avons bénéficié et nous arrivons à proposer des produits complètement tournés vers les territoires, comme par exemple le guide des bike parks, le guide de l'été avec les villages de vacances, le guide des stations avec l'ensemble des stations de ski, mais aussi des numéros. On a fait un numéro spécial CEUS pour grimper. On a fait un numéro pour les gens de l'Ubaï pour un numéro de cyclotourisme. On a fait un magazine pour les Hautes-Alpes sur Vertical. On a fait un magazine consacré au département de l'Isère sur skieurs et un magazine consacré au Cibel sur Ski Magazine. Donc on a vraiment une démarche d'aller chercher les territoires qui nous accueillent bien volontiers parce que leur attente, c'est de développer le sport comme une attractivité touristique. Alors, le grand mot maintenant, c'est une attractivité touristique 4 saisons. Hein. Leur idée au début, c'était de renforcer l'hiver et puis l'été, et puis ensuite les ailes de saison. Et maintenant, bien évidemment, la tendance est d'avoir une activité touristique tout au long de l'année pour fixer les gens sur les territoires et développer une économie pérenne. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça nous donne quand même pas mal de belles tendances. Merci Anne-Lise, merci Pascal. Frédéric Tin, sportguide.com, on plante le décor. On va reparler du Covid. Quelle incidence il a eu sur le business de manière globale? Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir ici. Et je suis ravi d'être parmi vous et d'avoir ce décor absolument grandiose pour essayer de vous capter malgré tout votre attention. Je vais vous donner quelques chiffres, mais je vais être très bref sur les chiffres pour cadrer un petit peu tout ça. Donc, rappelez-vous, 2020, c'est une baisse de la consommation en France, des achats de 7,2% en France, c'est un chiffre INSEE, et une baisse du marché du sport de même niveau, 7% des achats sport. Ça, c'est un chiffre de l'Union Sport et Cycle. Donc, pour toutes les enseignes sport, 7%, c'est sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire que c'est un périmètre non comparable. D'après l'observatoire que nous développons auprès des magasins annuellement, on est plutôt en pleine sur une baisse à surface comparable de 10% de l'activité. C'est donc quelque chose d'important. Il faut le dire aussi, ce choc, il a été atténué par les mesures gouvernementales. Le quoi qu'il en coûte a évidemment soulagé le stress des commerçants et leur bilan de fin d'année, ne serait-ce que par le chômage partiel, également pour le fonds de solidarité pour ceux qui en ont eu accès. Ça, c'est le contexte, avec des choses beaucoup, beaucoup plus douloureuses pour le commerce de montagne, dont la saisonnalité n'avait pas été prise en compte par le gouvernement et la spécificité du métier. Ça, pour la montagne, ça a été un long et dur combat, avec des résultats à l'arrivée, mais néanmoins une fragilité quand même du tissu commercial pour certaines entreprises, et notamment les plus grandes. La stratégie du gouvernement a été d'aider les petits dès le départ, a été d'être beaucoup plus prudent sur les plus grands, et en montagne, on a tout le spectre des entreprises, et celles les plus grosses étaient les moins aidées. Voilà, ça c'est le contexte général économique, et qui fait que la plaine a senti le vent du boulet, la montagne a eu le boulet sous le nez, et que dans ce contexte-là, il fallait bien sûr réagir. Les commerçants sont des survivors. Ce sont des gens qui s'adaptent en permanence. Ils s'adaptent depuis la nuit des temps. Ils ont changé leur modèle économique en permanence, et il leur fallait là aussi trouver une nouvelle voie, deux nouvelles voies, pour réussir, pour assurer la pérennité. Quand je parle des commerçants, je parle aussi bien sûr des fournisseurs et des grossistes qui sont des commerçants par essence et qui eux aussi ont connu beaucoup de difficultés et pas forcément aidés, notamment en particulier dans le domaine de la montagne. Alors, il y avait donc un impératif, c'était s'adapter. S'adapter à quoi pour le commerce, pour les fournisseurs? S'adapter au développement
exponentielle ou presque des achats en ligne. Quelque chose qui était bien dans le temps. En tant que sportguide.com, on a l'habitude depuis quelques années de parler de l'e-commerce et de ne pas cacher la poussière sous le tapis en disant moins on en parle, moins ils vont se cabrer, nos commerçants. Donc ça fait quelques années qu'on leur dit il faut investir, il faut regarder ce canal de distribution. Là, il n'y avait plus question de se voiler la face. Et donc, il a fallu inventer pas mal de choses, et notamment le drive. Alors, c'est amusant parce qu'à la rédaction de sportguide.com, il y a 10 ans, on questionnait les commerçants en leur disant « Et le drive, vous en pensez quoi ?» Ils nous disaient « Ah non, c'est pas pour nous. » Alors, pourquoi on leur disait ça ? On leur disait ça parce que le drive, ça s'est développé beaucoup dans l'alimentaire et qu'on est arrivé, il y a 5 ans, à un point où il y avait plus de drive en France que d'hypermarchés. Et là, le drive dans le sport, eh bien, en 2020, il a fallu s'en saisir à pleine main parce que c'était une des bouées de sauvetage. Et donc, dans une des méthodes d'adaptation, une des voies d'adaptation du commerce, il y a eu le drive. Ça n'a pas été le seul. Il y a eu le click and collect qui était déjà en place, mais pour certains, mais pas pour tous. Et ça, c'est important. Le click and collect en 2 heures aussi, c'est ce qu'on a inventé. C'est ce que certaines enseignes ont inventé. Il y a le live shopping. Voilà, une nouvelle façon de commercer en ligne. Je propose, moi commerçant, de la captation de la vidéo en direct sur les réseaux sociaux où je vais présenter un des produits et où je vais donner la possibilité à mes consommateurs de les acheter. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de possibilités qu'ont saisi les commerçants pour s'adapter, les marques aussi bien évidemment, et toutes celles qui étaient déjà engagées dans l'e-commerce ont bien sûr accéléré. Alors l'e-commerce, c'est ce fameux D2C, Direct to Consumer, donc on rebâche les oreilles dans le monde anglo-saxon. Ça a commencé là aussi il y a 15-20 ans avec des réseaux de magasins, ça s'est développé il y a 10 ans avec le net, et pour les fournisseurs, ça a été évidemment une bouée importante pour assurer des volumes de vente. Et là, on arrive à un sujet touchy, parce que D2C des fournisseurs et e-commerce et commerce des commerçants, il y a des sujets qui deviennent de plus en plus sensibles, parce que qui prend le business de l'autre, qui est plus légitime que l'autre. On n'est qu'au début de l'histoire, à mon sens, et cette histoire, elle va donner lieu sans doute encore à des évolutions très fortes. Alors, vous avez les plus grands fournisseurs qui vous disent aujourd'hui, moi, à 3 ans, à 5 ans, je serai à 50% du business en direct to consumer. Ils y sont en partie déjà à 30%. Est-ce que c'est la solution magique pour un fournisseur de majoritairement passer par un canal de distribution qui est le sien, le propre ? Est-ce qu'il a besoin du commerce ? Comment le commerce va réagir par rapport aux fournisseurs qui vont jouer cette carte du direct to consumer ? Il y a, je crois, des vraies questions pour tout le monde à se poser, sans doute des ponts, des compromis, j'aime bien ce mot-là, à bâtir ensemble, parce que le D2C pour les fournisseurs, ça a un coût d'investissement, un coût logistique, un coût de retour sur produit, parce que vous savez que les consommateurs ont 30 jours pour retourner les produits. Vous savez aussi, et vous êtes parmi peut-être ceux, je ne le souhaite pas, mais qui commandaient plusieurs tailles du même produit pour après renvoyer ceux qui ne vous le vont pas. Je vois des non formidables. Qui allez. Frédéric, j'ai juste une question. Je permets de rebondir Vas-y. là-dessus. Est-ce que ça ne va pas dépendre finalement du conseil dont on a besoin et du produit, de la technicité du produit ? Est-ce que finalement, on n'aura pas besoin quand même d'un contact, d'aller voir un expert, d'échanger, cette fameuse communauté qu'on retrouve aussi dans le commerce ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui va faire la différence entre je commande en ligne et je me déplace et je vais voir mon commerçant préféré qui est le spécialiste et qui va vraiment me conseiller ? Oui, bien sûr. Et évidemment, cette évolution du e-commerce qui se poursuit, les observations, les enquêtes qu'on peut mener et qu'on a menées sur cet été 2021 montrent que les achats en ligne, qu'ils soient sur les sites des pure players ou qu'ils soient sur les sites d'enseignes ou de marques, ont continué à croître. Ce n'est pas parce que les magasins ont réouvert que les achats en ligne se sont effondrés. Donc oui, mais ça implique aussi de la part des commerçants une adaptation de l'investissement
dans la formation, dans le conseil, dans la pérennisation des équipes et dans de nouvelles voies autour du service. Mais les marques peuvent très bien aussi développer le conseil en ligne, développer l'accueil de leurs consommateurs. Donc il y a, très sincèrement, il ne faut pas se voler la face, il va y avoir une jolie bataille. Jolie bataille. Il y a un business que tout le monde veut et il y a des modèles économiques que chacun cherche. Et dans cet engagement-là, je crois qu'il se passera encore beaucoup de choses. Il va y avoir de grosses discussions entre fournisseurs et commerçants. Évidemment, on ne peut pas empêcher ni un fournisseur ni un commerçant de vendre en ligne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver la meilleure formule pour chacun, le modèle économique, parce qu'in fine, c'est la dernière ligne du bilan qui compte. Et le direct-to-consumer, ce n'est pas que la solution magique. Évidemment, c'est la solution de la double marge. La mienne, d'industriel, de marque, et celle du commerçant. Mais à voir, on n'est qu'au début. Je vais essayer d'accélérer quand même parce que je suis un grand bavard. Il faut qu'on accélère, sinon je vais me faire gronder. Voilà, oui. Et puis je ne voudrais pas priver de parole les autres intervenants. Je poursuis sur mes notes, évidemment pour m'aider. Le e-commerce, on en a parlé, le développement des offres et des services. Dans les autres adaptations qui sont la conséquence de la pandémie, pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue prise de conscience, il y a évidemment l'intérêt, l'attrait, la demande pour les produits d'occasion. Ce qui s'est passé dans la mode avec Vinted, et on ne va pas en reparler, a gagné le monde du sport, a gagné le monde de l'outdoor. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que personne n'a le modèle économique, pas même Vinted d'ailleurs, qui ne gagne toujours pas d'argent, mais ça c'est un autre sujet, mais personne n'a le modèle économique aujourd'hui de l'occasion. Sauf que le consommateur en veut. Donc, les pionniers des entreprises, les pionniers de marché savent que les premières années ne sont pas forcément celles où on gagne le plus d'argent. Et donc, ce n'est pas une raison parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour ne pas s'y engager, parce que la vraie raison, c'est que le consommateur le veut. Et s'il le veut, il faut lui apporter cette réponse. Donc ça, c'est l'occasion. Et donc, chercher ce modèle de l'occasion. Le deuxième changement dans cette prise de conscience, c'est celle, évidemment, d'une accélération de l'intérêt pour la location. Alors, évidemment, pas pour les sports d'hiver, parce que ça, on le connaît depuis quelques années, mais pour le reste de l'équipement. L'usage plus que la possession. Il y a ici des jeunes gens et des jeunes filles, des jeunes générations. Vous êtes dans cet esprit-là, dans cette volonté-là, et le phénomène est en train de s'accélérer. Là aussi, pour la location, il va falloir aller chercher le modèle économique sur des équipements, mais encore une fois, c'est une demande du consommateur. J'en ai fini pour ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler les changements structurels. Les conséquences structurelles. Après, il y a un volet des conséquences conjoncturelles de cette pandémie. Et là, on est plus sur du sable mouvant que sur la terre ferme. Parce que aujourd'hui, on dit conjoncturel et on espère dire que ce ne seront pas des changements structurels. Et l'un des premiers changements, c'est la hausse du coût des matières premières. L'alu, le coton, enfin tous les métaux, une grande partie des matières ont connu et connaissent des progressions de prix qui sont x2, x3 pour l'instant. Et pour discuter au quotidien avec pas mal de chefs d'entreprise, la courbe elle est ascendante, elle n'est pas descendante. Alors on ne sait pas toujours pourquoi. Il y a certaines explications. Sont-elles rationnelles? Sont-elles justes? Difficiles. Je vous en donne une sur l'alu. Paraît-il que, c'est écrit par des gens bien informés au départ, mais que la Chine ayant décidé de respecter certains quotas de protection de l'environnement et d'émissions de gaz, a réduit le fonctionnement de ces centrales à charbon et que, in fine, sur l'industrie, ça entraîne des restrictions de production. Voilà. C'est une des raisons, mais quand je vous la donne, parce que, pas pour faire le singe savant, parce que d'abord on n'en est pas sûr, mais surtout pour vous dire que voilà, on est dans un flou, les fabricants sont dans un flou qui est immense. Et pour le commerce, il faut l'accepter parce que c'est une réalité. Le deuxième changement conjoncturel, c'est la hausse du coût du transport.
Et là, on n'est plus dans x3, x4, mais on est au-dessus. Et ça, c'est aussi une incertitude totale, conjoncturelle, structurelle, on l'espère, conjoncturelle. Il y a bien évidemment aussi la fermeture des centres de production et des installations portuaires liées au confinement dans ces pays d'Asie du Sud-Est où la vaccination n'est pas là, pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, pour tout ce que vous voulez. Mais quand on voit ce qui se passe dans nos dom-toms, on peut imaginer ce que c'est en Asie du Sud-Est, là où aujourd'hui on n'a pas trop d'informations. Donc on est dans un brouillard qui est très très épais dans ce domaine-là, et on se dirige, il faut mettre les mots, on se dirige vers une forme de pénurie de produits. Il va encore falloir s'adapter à ce qu'on a fait depuis déjà. Il va falloir s'adapter à ce qu'on a fait. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des conséquences sur un modèle économique. Parce que sur un modèle économique d'entreprise, quand vous êtes dans une stratégie à volume, avec des marges basses, il va peut-être y avoir à un moment des grincements et il va peut-être falloir mettre un peu d'huile dans les rouages. Alors, vous pourrez me dire, parce que là, il est en train de nous déprimer, le garçon, là, je vais sauter dans le lac tout de suite. Non, Frédéric, on essaye de terminer rapidement ouais, sur une note j'essaye de positive. terminer. Non, je ne vais pas sauter dans le lac. Non. Parce que il y a, à tout problème, il y a toujours une solution et elle peut être positive. L'une des solutions positives, c'est de se dire, on va avoir moins de produits. Ben, si on arrêtait le discount, si on arrêtait la braderie permanente des prix, puisque de toute façon, on va avoir moins de produits. Et donc, si on préserve nos marges, nous commerçants, nous industriels. Je terminerai vite en disant sur les changements conjoncturels aussi, qui seront là peut-être structurels, c'est ces problèmes de production. De nombreuses marques sont allées trop loin dans la production en Asie du Sud-Est. On sait bien qu'en économie, il y a des effets de balancier, il y a des cycles. À un moment, on part d'un endroit, on va à l'opposé et on revient dans des proportions plus justes. Sur la production, on est allé trop loin pour beaucoup d'entre elles. Et les problèmes dont je viens de vous parler, de production, de coûts de matières premières, etc., font que la prise de conscience s'accélère, évidemment. Sauf qu'il y a un énorme problème. C'est que pour une relocalisation de la production, on n'a pas forcément les matières, pas forcément l'outil de production, pas forcément le savoir-faire en France. Et le gros challenge, il est là. Et ça serait vraiment formidable que tout le monde s'y mette. J'en ai terminé, je vous donne juste un chiffre si vous m'autorisez. Deux, parce que j'adore les chiffres. 2 chiffres, Allez, négociez, 2 chiffres. dépêchez-vous. L'INSEE table sur une hausse de la consommation en France, parce que je voudrais être positif quand même, et je le suis, sur une hausse de la consommation en France de 4,2-4,5% pour l'année 2020. En France, sur le sport, pardon, on est au-dessus sur le premier semestre, on est sur une croissance à 2 chiffres. Voilà. Donc, si la fin de l'année se passe bien, le sport va montrer toute sa force. Les études montrent que le marché de l'outdoor est un marché à croissance régulière pour les 5 prochaines années. Et l'outdoor, c'est le deuxième marché du sport. Juste derrière le vélo, on peut aussi considérer que c'est de l'outdoor. Allez, donc vélo plus outdoor, c'est le premier marché du sport. Bonne journée à tous, bonne Merci, conférence Frédéric. de l'OSV. Merci beaucoup. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Paul Petzl. Merci beaucoup. Je sais que votre parole est rare et d'autant plus précieuse. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de la taille et de votre secteur d'activité, Monsieur Petzl? Bon, merci de m'accueillir. Alors, Petzl, c'est une entreprise familiale, 100% familiale, qui a démarré il y a une 50aine d'années. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'âge que j'ai aujourd'hui, et qui emploie environ 1200-1300 personnes dans le monde. Nous sommes des fabricants, des producteurs. Nous produisons, on peut dire, un peu plus de la moitié en France, sur 3 usines situées autour de Grenoble, où nous avons environ 800 salariés. Et le reste se fait en Malaisie. On a une usine en Malaisie, une grosse usine en Malaisie. Et puis, bien sûr, on travaille avec des partenaires en Roumanie particulièrement, et puis aussi en Malaisie. Cette société a toujours eu un développement à 2 chiffres depuis que je la connais. On a une activité partagée entre l'activité du sport,
où là, on a développé tous les fondamentaux de la verticalité. Donc, vous les connaissez à travers l'escalade, l'alpinisme, également le running à travers l'éclairage, parce qu'on a 2 métiers fondamentaux qui sont les métiers de la verticalité et l'éclairage. Tout ça, le point de départ, c'est une passion, la passion de mon père, qui était la spéléologie, où en spéléo, quand vous rentrez dans un trou, eh bien, il faut déjà s'éclairer, d'où l'origine des lampes. Et puis ensuite, il faut descendre. Et si on descend, il faut remonter. C'est la grande différence des alpinistes d'escalade qui partent d'en bas. Et donc, on s'est passionné, nous, pour développer plein de techniques. On a été très, très innovants, parce qu'on a une société, on doit avoir un peu plus de 1000 brevets aujourd'hui. On a une machine à déposer des brevets, parce qu'on veut absolument se protéger. C'est stratégique chez nous. Et on a donc inventé plein de systèmes malins, intelligents, qui nous permettent de continuer à nous développer sur un certain nombre de marchés, et particulièrement à l'exportation, puisqu'on doit exporter un peu plus de 85% dans 60 pays aujourd'hui de nos produits. Donc le chiffre d'affaires, pour donner une idée, on pense terminer vers autour de 240 millions cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça va, hein. Ouais, non, on a déjà une belle idée de votre entreprise. Comment Merci. vous avez vécu cette période du Covid? Comment ça s'est passé? Vous avez eu une période de sidération. Comment vous avez réagi? Alors, je pense que on n'est pas si différents des autres. Hein, c'est qu'on a tous été surpris. Parce qu'en même temps, moi, je suis quelqu'un, j'aime apprendre, j'aime comprendre, et j'essaye de profiter de chaque situation pour essayer de dire la prochaine fois, on ne se fera pas avoir. Et je dois dire que malgré ce qu'on appelle des signaux faibles, hein, vous savez qu'un signal faible, c'est pas classique, c'est pas courant, c'est pas évident de voir les signaux faibles. Je sais pas si vous êtes habitué à ça, mais moi je cultive énormément cette notion du signal faible. Et là, j'ai pas vu arriver le coup. J'ai pas vu arriver que oulala, qu'est-ce qui était en train d'arriver dans le monde? On regardait ça, l'Italie se fermait, on dit ah bon, l'Italie se ferme, bon, c'était juste derrière les montagnes, vous voyez, tac. Et on n'a pas réagi, on a été, et puis quand c'est arrivé, il y a eu comme une vague, enfin comme chez vous, hein, on n'est pas si différent de ça. Par contre, ce qui est arrivé, alors comment moi je l'ai vécu, je vais presque vous dire, je l'ai vécu très très bien. Je suis même très content de ce qui est arrivé, parce que ça nous a mis un coup dans les fesses. On a bien bougé, on s'est bien rassemblé, on s'est bien mobilisé. Et jusqu'à présent, il y a un certain nombre de décisions qui se sont avérées justes. Et je vais plutôt vous parler un peu de comment on y est arrivé à faire ça. Alors, nous, à travers, on est un producteur d'EPI, hein, des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire quasiment chaque produit, c'est un risque pour le client, un risque de mort pour le client. Donc, vous imaginez tout ce que ça veut dire au niveau de la qualité, du suivi de la qualité, de l'engagement, de comment on fait en sorte que ce que je disais là aujourd'hui, quand moi j'ai commencé, on fabriquait à peu près 10 produits, on appelle ça des outils chez nous, hein, 10 outils par jour. Maintenant, on en fait à peu près entre 40 et 50 000 par jour. Et chaque outil, il y a un risque d'emmener quelqu'un par terre. Donc vous voyez l'engagement et la responsabilité qu'on a. Bon, pour ça, on a des équipes, hein, et tout à l'heure, j'ai vu Bernard qui a fait une grande partie de sa vie professionnelle. Je ne sais pas s'il est encore là, il est dans la salle. Et on a beaucoup travaillé ensemble sur justement comment améliorer, sécuriser, faire en sorte qu'on ait le moins de risques possible pour l'accident et pour nos clients. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a une culture chez nous de crise. C'est-à-dire, dès qu'on se trouve dans une situation où il y a un risque client, où il y a des réclamations au niveau responsabilité civile et autres, tout de suite, on se met en situation de crise. Et donc, on a une grande culture sur comment gérer une crise. Donc, lorsque c'est arrivé, en fait, après la sidération, comme tout le monde, la première chose, on a dit, moi j'ai dit, bon, on va fermer toutes les usines. Première chose, on ferme tout, là, parce que c'est l'affolement partout, tout le monde s'inquiète, et puis on va réfléchir.
on s'est mis en situation de crise, c'est-à-dire on a monté 2 équipes, une équipe COMEX, qui est la direction centrale, pour prendre un certain nombre de décisions, puis une direction opérationnelle, c'est-à-dire comment, à partir des décisions, on fait l'écoute, la remontée et apporter des réponses. Donc voilà comment on a fonctionné, et tous les jours, on a mis en place cette réunion avec les questions qui remontaient, les réponses sur lesquelles il fallait apporter, et particulièrement au niveau économique, bien entendu, au niveau social, parce que les salariés étaient tous inquiets. Et donc, on a pris, comme toutes les boîtes, un certain nombre de décisions. On a coupé, au niveau économique, c'est tout con, mais on a coupé toutes les charges externes. On a dit, on ne touche surtout pas l'intérieur. Par contre, avec l'inquiétude et les questionnements fondamentaux, en disant, mais le temps que ça va durer, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que personne ne savait ce qui allait se passer, c'est comme vous. Et donc, on s'est dit, on va protéger un maximum l'intérieur. L'extérieur, pour l'instant, on va les mettre en attente. On a coupé énormément de millions d'euros de dépenses externes. Par contre, en interne, on a tout gardé. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est pas arrêter qui est important, c'est repartir. Et comment on fait pour repartir vite, le plus vite possible, pour plusieurs raisons. Bien sûr, c'est sauver l'intérieur, mais c'est prendre des parts de marché. Et ça a été le pari qu'on a joué. C'est-à-dire, on n'arrête aucun fournisseur, on n'arrête aucun développement de nouveaux produits. Et puis, on fait une conduite, entre guillemets, à vue. C'est-à-dire que tous les jours, on avance dans cette direction. Et puis, s'il faut changer dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, on changera. Mais pour l'instant, c'est ça aussi l'avantage de la crise, c'est que quand c'est bien partagé, que vous arrivez à sortir vos émotions de la prise de décision, et que vous mettez en fait une conduite très centralisée. On parle de guerre, c'est un peu ça. Il faut décider vite, mais bien et juste. Au niveau du personnel aussi, on a fait un pari. On a dit au personnel, vous inquiétez pas, vous serez tous payés dans le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent, vous partez en télétravail, comme vous avez fait aussi, nous on n'est pas si différents. Que vous ayez du travail ou pas de vous travail, vous inquiétez pas, vous nous donnez tout ce que vous pouvez parce qu'il va falloir sauver peut-être des branches de l'entreprise parce que si ça ne va pas, il faudrait couper des morceaux. Et donc, on a eu une mobilisation incroyable. Et je dois dire aussi, on a eu un petit bout de chance, mais bon, il paraît-il que la chance, ça n'existe pas. On était en préparation de mettre, entre guillemets, un Facebook interne. Et donc, on l'a accéléré en une semaine. Ils étaient sur le point de le terminer. Donc, on a des équipes qui ont travaillé jour et nuit. On a eu une mobilisation, mais c'était émouvant même de voir... J'en parle avec un peu d'émotion parce que c'est beau de voir les gens se regrouper derrière votre projet, en fait. Ah ouais, c'était absolument formidable. Et donc, qu'est-ce que ça fait, en fait? Tout de suite, on s'est dit, comment on touche 100% des salariés? Comme on a une grande partie, ce sont des producteurs, des gens, bien sûr, ils ont leur portable, mais ils ne sont pas connectés à l'entreprise. Et donc, tous les jours, on leur parlait. Dès qu'on a pu mettre, on a eu quasiment, j'ai presque envie de dire, 98% des salariés qui se sont connectés. Et on leur parlait tous les jours, on leur expliquait ce qu'on faisait avec beaucoup de transparence. On répondait à toutes les questions. Bien sûr, on anticipait les questions. Et puis, on a eu une adhésion absolument incroyable, une solidarité absolument inimaginable. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit j'ai bien aimé ce moment. Parce que quand vous dirigez tous les jours, vous ne voyez pas tout ça, vous ne sentez pas tout ça. Vous voyez que les choses mauvaises qui remontent, ou en tout cas les problèmes qui arrivent, mais vous ne sentez pas la cohérence et l'adhésion. Et ça a été très, très chouette. Vous êtes un fin stratège. On a très envie de vous entendre aujourd'hui sur les enjeux stratégiques du moment. Pour vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors, on a eu, Frédéric a parlé du coût des matières premières. Il n'y a pas que ça, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Pour vous, c'est quoi les prochains enjeux? Déjà, je veux dire que la crise, c'est comme ça. Quand on est dans une crise, on la gère. Il ne faut pas prendre des décisions. Les décisions sont faites pour gérer au mieux la situation de l'entreprise et du personnel et au niveau économique pendant la crise. Ça, c'est le court terme. Il y a le moyen terme et il y a le long terme. Donc, comment dire, moi, je considère que 2020 n'existe pas.
Et en fait, ça n'existe pas, puisque, enfin, chez Petzel, moi, pardon, je ne veux pas faire le malin, mais je prends 19, 20 et 21. En fait, nous, dans la réalité, on n'a rien perdu. On a gagné autant qu'avant. Et on s'est rattrapé le coup, en fait. On a rattrapé le coup parce que le pari stratégique qu'on a monté, c'est de dire c'est repartir le plus vite possible. On l'a dit au personnel, revenez le plus vite possible. On a démarré avec des volontaires, on a tout fait pour que ça tire le plus vite possible, avec un seul but, c'est sauver des parties, parce qu'on ne savait pas l'avenir. Et puis, comme je l'expliquais, si on peut prendre des parts de marché, c'était un moment, mais alors incroyable. Et on a joué cette carte et ça a marché. J'étais plus... Sur quoi il faut qu'on fasse attention? C'est quoi les enjeux de demain, les tendances qui vont arriver du coup? Alors, je crois que peut-être celui qui me... Enfin, bon, c'est aussi une question culturelle, c'est... j'ai envie de dire, c'est le personnel. On est une taille, nous, où en fait, vous savez, quand vous avez une entreprise d'une certaine taille, il y a toutes les tailles d'entreprise, bien entendu. Moi, j'ai tout connu. Hein. L'entreprise avec 1 salarié, 2 salariés, 3 salariés, et puis ce qu'on est aujourd'hui. Au début, c'est votre truc. Vous avez vos idées, c'est votre entreprise, c'est vous qui menez tout. À une certaine taille, c'est plus votre entreprise. L'entreprise, elle appartient au monde, elle appartient à ses salariés, à ses parties prenantes. Et donc, en fait, on fait une conduite avec les parties prenantes de l'entreprise. Sinon, on sort. Hein. On ne peut plus continuer en étant que soi-même, que central, etc. Et c'est quoi la demande des parties prenantes? Alors, vous avez des actionnaires, vous avez des externes, des banques, des trucs comme ça, mais ça, on s'en fout un peu. Nous, on sait toujours un peu dire, on se débrouille sans eux, et ça va. Et puis, vous avez le personnel. Et ça, le personnel, c'est très important. Donc, on discute de plus en plus avec eux. On essaye de sentir ce qu'ils veulent. Donc, on les consulte. Et on voit bien les grandes tendances. Et particulièrement aussi pour attirer, pour maintenir la fidélité. On parle de RSE énormément en ce moment. On parle aussi des conditions de travail. Comment on peut mieux être dans son travail, etc. Et donc là, c'est ça les tendances, les grandes tendances. Donc en fait, on a interrogé à peu près 2000 personnes sur des questions bien sûr ciblées. Alors c'était des personnes en interne et en externe, et on a dû avoir, je ne voudrais plus dire les chiffres, plus dire de bêtises, mais 85% de réponses, ce qui était absolument extraordinaire pour nous. Et donc la première réponse était... nous, dans cette entreprise, et il y avait autant de clients que de membres du personnel, la première réponse est dit la sécurité de nos clients, la sécurité du client. Et donc, on est complètement en phase. Nous, c'est obsessionnel chez Petzel. Vous allez sur des sites de production, vous pourriez manger par terre, vous voyez. Donc, c'est vraiment obsessionnel. Et donc, ça, c'est culturel dans l'entreprise. Et la deuxième demande, c'était justement qu'est-ce que fait l'entreprise demain pour le futur au niveau de la protection de l'environnement, etc. Comment nous, on peut aussi influencer l'avenir, comment on peut aussi donner des signes sur l'avenir de telle façon, on parle de réchauffement, etc. Il y a une grosse inquiétude là-dessus, et comment nous, on peut s'engager à être plus, entre guillemets, moins gaspilleur, plus responsable. Donc voilà, ça c'était. Et puis le troisième, bien sûr, c'est enfin bien sûr, je sais pas pourquoi j'ai dit bien sûr, mais c'est pas une évidence, c'est entre guillemets les conditions de travail, comment on peut être mieux au travail, etc. Donc voilà, donc on a travaillé sur tous ces sujets, bien entendu. Et puis après, on descend au niveau des différents services, parce que c'est différent d'un service à l'autre. Il n'y a pas la même pression dans certains endroits que d'autres. Et on essaye ensuite de faire du ciblé. On ne fait pas trop de général, on essaye d'aller un peu plus loin. Voilà ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Un petit mot juste sur le business, vous le sentez comment? Très bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très inquiet, effectivement. Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai envie de dire, bon, mais ça... tout le monde le sait, hein. À partir du moment où vous pensez client. Et en fait, tout le reste, pour moi, il faut comprendre et sentir le client.
Il faut répondre aux besoins du client. Le cœur, c'est le client. Toute l'orientation d'une entreprise, elle est basée sur satisfaire le client et bien entendu le personnel. Parce qu'à partir d'une certaine taille, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Mais quand vous pensez client, besoin du client, satisfaction du client, ça roule, quoi. Alors, comment vous satisfaisez le client ? Bien sûr, il y a la notion de service, on n'est pas parfait, hein, loin de là, hein, mais on y pense. En tout cas, c'est notre obsession. Puis surtout, il faut le surprendre. Et il faut le surprendre pas avec du blabla. Il faut aussi l'aider à ce que vos produits, il s'intéresse à vous. Et pourquoi il vient chez vous, le client ? Parce que vous l'intéressez. Il ne faut pas croire, hein, un client, c'est parce qu'il est intéressé par vous, parce que vous le livrez bien, parce que, alors, différents types de clients, mais je parlais surtout du consommateur, mais aussi le détaillant. Le détaillant, il vient chez vous parce qu'il gagne des sous avec vous, sinon il ne vient pas chez vous. Mais l'utilisateur, il vous achète votre produit parce qu'il aime vos produits. Alors, ce que représente l'image, bien entendu, mais sa valeur ajoutée. Et donc, là, j'en viens, et peut-être c'est une forme de conclusion, mais nous, on est très portés sur l'innovation, c'est-à-dire apporter de la valeur au client. Voilà, valeur ajoutée au client, et ça, c'est mon truc depuis le début. Hein, je suis très motivé par ça, et c'est ça qui tire une boîte. Hein. Ça fonctionne. Merci beaucoup, Paul Petzel. Je vous en prie. Merci en tout cas. Merci. À vos côtés, Caroline Devely, CEO de Zag. Zag, aujourd'hui, en quelques chiffres, Caroline. Donc déjà, bonjour à tous. C'est c'est super d'être là et d'être avec vous. Merci à l'OSV d'avoir pensé à Zag. Alors, parler après une marque comme Petzel, parler de Zag, c'est pas la chose la plus facile. Donc vous avez en tête les chiffres de Petzel. Donc je vais vous donner les chiffres de Zag. On est 12 employés, pardon, 13 employés, puisque Louise nous a rejoints en tant qu'alternante. Donc nous sommes 13 aujourd'hui dans l'équipe de Zag. On est basé à Chamonix, au pied des Grands Montées. On est donc une entreprise qui fabrique, qui commercialise des skis, donc des skis de haute montagne, des skis alpins, des skis de randonnée, free randonnée, enfin tous les termes que vous entendez en ce moment, et des skis de freeride. Donc on a été créé, enfin l'entreprise est née en 2001, donc on va bientôt fêter en 2001-2002, on va bientôt fêter nos 20 ans. Et c'est donc tout un process depuis la création de la marque, un gros travail d'innovation, un gros travail de recherche et développement sur cette marque, qui fait qu'aujourd'hui on commercialise en effet des skis qui ont des caractéristiques de glisse assez uniques, des skis très intuitifs, performants, haut de gamme. Et c'est vrai qu'on connaît une croissance au niveau de la marque maintenant depuis 4-5 ans assez importante en termes de déploiement, en termes de notoriété, et avec un vrai succès par rapport à la valeur ajoutée de nos skis. On est présent aujourd'hui dans une trentaine de pays et on a à peu près 300 points de vente au niveau international. Voilà nos gros chiffres pour le moment qui sont encore très petits à l'échelle de Petzel. Je voudrais juste rajouter, on a commencé comme ça. Hein. Vous voyez, j'espère qu'on aura la même histoire. C'est quand même bien parti. Caroline, est-ce que vous êtes fait surprendre par la crise du Covid ? Oh bah bien sûr. Alors, évidemment, il y avait quelques signes. On a eu quelques signes au niveau de l'été, puisqu'on travaille avec l'Amérique du Sud. Et là, on a vu en Amérique du Sud des stations fermées et notre distributeur en Amérique du Sud a cartonné sur la rando. Donc on s'est dit, s'il peut y avoir des choses très intéressantes qui vont se produire. Ensuite, on a eu l'Italie, en effet, où de nombreux ambassadeurs nous envoyaient des photos à la queue leu-leu de gens qui pratiquaient la rando. Ça, c'était courant novembre et on s'est dit, oh là là, la rando, ça, on risque de vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais attention, s'il y a confinement, tout ça, tous nos rêves peuvent vite s'écrouler. Donc jusqu'au bout, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et début décembre, alors là, ça a été un week-end, le 3-4 décembre, où là, on s'est fait exploser sur notre site internet, mais d'un seul coup. On a multiplié par 10 nos ventes. Le lundi matin, on avait tous les grands comptes, tous nos clients qui appelaient, on veut du réassort. Donc oui,
On avait quelques signes, mais jamais on a imaginé l'ampleur du... Alors moi, j'aime pas parler de crise. Tout le monde parle de crise, mais jamais l'ampleur du Covid, on aurait imaginé tout ce que ça allait engendrer. C'est sûr. Donc après, comment on a réagi ? Oui. C'est ça, j'imagine. D'être resté calme face à la demande. Donc, alors comme je vous disais, on est 13. Donc déjà, à 13, une chose est sûre, on ne peut pas avoir de maillon faible dans l'histoire. Alors, le problème que pouvait avoir Petzel de discuter avec tout le monde, moi, à 13, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça n'a pas changé notre quotidien par rapport à notre organisation, puisqu'on est tous très proches. Mais les deux réactions qu'on a eues, donc la première au niveau business, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc au niveau business, il a fallu prendre des décisions très vite, très vite, dès la première semaine après ce week-end, prendre des décisions rapides, hâtives. Parfois, et ça j'en parlerai un peu plus tard, j'ai pas toujours eu le temps d'expliquer les décisions que je prenais à mon équipe, donc ça c'est quelque chose dont on reparlera après. Mais en tout cas, une équipe qui avait toute confiance et qui a avancé, qui s'est mis en mode commando. Et donc, une vraie volonté de prendre des décisions de reproduction. Tout de suite, on a appelé notre usine, on a reproduit, on a mis une grosse pression sur nos fournisseurs. On a la chance d'avoir une usine en Pologne qui avait anticipé la prod. On lui avait déjà demandé, quand même, vu ce qui se passait en Amérique du Sud, d'anticiper la prod. Et donc, elle avait du temps pour reproduire. Donc, on a vite reproduit. On a mis une pression de dingue à nos fournisseurs. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les clients ne voulaient pas que des skis. Ils voulaient un pack. Ils voulaient des fixes, ils voulaient des pots et ils voulaient les skis. Donc, ils voulaient tout. Et leur livrer que des skis, ce n'était pas une solution. Donc, ils cherchaient vraiment des marques qui proposaient un package complet. Ce qui fait qu'on a eu la chance et la réactivité, la solidarité auprès de marques partenaires comme Plume, par exemple, pour ne pas les citer, qui sont là aujourd'hui, pour travailler ensemble et pour réagir très vite pour offrir des packs et des solutions tout service à nos clients. Donc voilà, donc une vraie solidarité sur le monde du ski de rando. De nouveaux fournisseurs, parce que certains fournisseurs n'ont pas pu répondre à nos demandes. Donc, on a travaillé avec des nouveaux fournisseurs au niveau des pots. Voilà, on a été chercher plein d'idées, plein de contacts. On a remué ciel et terre. Toute l'équipe s'est vraiment bougée. Donc là, d'un point de vue business, voilà, ça a été réactivité, solution, donc c'est adaptabilité. Et voilà, on est vraiment passé d'un mode où on avait un problème de stock, globalement, puisque nos clients n'avaient pas encore passé leurs commandes, ils hésitaient, ils ne savaient pas, à une situation de rupture, à une situation comment faire pour satisfaire notre client en temps et en heure. Parce que voilà, c'était ça notre mot d'ordre. Donc ça, c'est côté business. Côté humain, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a tous avancé, voilà, il y a des décisions qui ont été prises. L'équipe s'est remontée les manches, l'équipe a avancé, vraiment en mode commando. Une grosse flexibilité de l'équipe, comme je vous dis, on est 13, donc un directeur R&D, un shaper qui se met à faire des cartons, un responsable digital, webmaster, réseaux sociaux qui se met à faire du service client toute la journée, une personne au niveau de la supply chain qui se met à vendre dans notre magasin à Chamonix. Enfin voilà, vraiment un responsable commercial international qui se met à faire des achats pour acheter des fixes, etc. Donc une polyvalence de l'équipe et un investissement incroyable qui est le facteur clé de succès pour lequel on a passé cette crise, cette période, c'est indéniable. Et surtout, alors c'est vrai que aussi, ce qui a beaucoup aidé l'équipe et ce qui m'a moi aussi beaucoup aidé, ce sont nos actionnaires qui en fait nous ont supportés dans cette période de façon significative. Et on avait un gros projet qui était de lancer la marque aux US. Donc autant vous dire que quand toute cette agitation-là est arrivée et que j'avais toujours mon projet en tête d'aller lever des fonds pour lancer la marque aux US, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont dit « Je ne crois pas que c'est le meilleur moment pour aller demander des sous à tes actionnaires. » Et malgré tout ça, malgré la situation, malgré l'incertitude,
eh ben, nous avons lancé la marque aux US et c'était le bon moment. On a continué à prendre des risques et ce soutien, je pense que ça nous a, au niveau de l'équipe, hyper aidé aussi. C'était très motivant, je pense. Pour l'équipe qui avait ce projet en ligne de mire et qui est un vrai succès, c'est un super succès avec une nouvelle équipe qu'on a découverte aussi aux US. Donc tout ça fait que humainement, que ce soit au niveau des actionnaires, au niveau de l'équipe, ça a fait tout un écosystème qui a fait que ça s'est super bien passé pour la marque. Sachant quand même, je n'oubliais pas que 50% de notre business est sur le ski alpin. Donc on a quand même eu une partie du business qui a été très impactée, comme vous avez pu voir sur les chiffres. Mais jamais dans l'équipe, on a eu une attitude négative, dramatique, inquiétante. Et pourtant, c'était challenging, hein, parce que vu tous les messages qu'on entendait au quotidien, je suis désolée, mais les journalistes, les communications, les grandes marques aussi, qui, comme quoi c'était la fin de la montagne, la fin du ski, la catastrophe. Jamais on a été dans cet état d'esprit au niveau de ZAG, et toujours dans un côté constructif, positif, d'avancer, de trouver des solutions. Donc voilà. Caroline, on va parler de l'avenir, de la pratique. En quelques mots, comment vous avez imaginé la suite? Comment vous voyez les choses? Alors, tout le monde me demande qu'est-ce que vous avez changé suite au Covid? Eh bien, je vais vous dire rien du tout. Parce qu'il faut savoir que nous, si, j'exagère, quelques améliorations, bien sûr, mais en fait, la marque ZAG, on tiquait quand même déjà pas mal de cases avant cette histoire-là, avec tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, ça fait déjà bien longtemps, et je remercie aussi Franck qui est là, qu'on ne produit plus du tout en Asie. Donc ça fait bien longtemps que cette histoire, elle est enterrée. Donc on a une production locale, on produit donc en Europe. On a aujourd'hui un engagement sur le ski de rando qui ne date pas d'hier, puisque notre gamme UBAC que vous avez vue là, elle date de 2011, donc on n'a pas attendu le Covid pour se lancer sur la rando. On est une marque authentique, on est basé à Chamonix, on ne se raconte pas d'histoire, la passion, c'est tout ce qui est à l'origine de la marque. Et enfin, notre engagement éco-responsable, il est né en 2017 avec le ZAG Green Programme, et on travaille au quotidien sur l'éco-responsabilité, l'éco-conception. Je rappelle que nous ne sommes que 13, mais nous avons un responsable RSE dans les 13 personnes, donc j'en suis pas peu fière, qui fait un travail phénoménal et qui travaille là ardemment avec l'OSV sur tout un bilan carbone, et merci encore pour... On va en parler tout à l'heure d'ailleurs du bilan donc carbone. Voilà, donc nous, tout ce côté digitalisation, on a refait notre site il y a 2 ans, donc voilà. Donc toutes les grandes manœuvres qu'il fallait prendre, on les avait déjà prises. Donc on n'a pas changé on n'a rien changé dans notre stratégie, et génial parce que le Covid nous a juste dit les cocos, c'est super, vous avez pris les bonnes décisions, par contre il va falloir aller un petit peu plus vite que prévu. Donc le Covid, il nous a juste un peu bougé les fesses, il nous a fait accélérer les choses et confirmer qu'on avait fait les bons choix, donc c'est tout bénef, quoi. En 2 mots, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux cet hiver? En 2 mots, vraiment, parce qu'on est pris par le temps. En 2 mots, ce qui pourrait nous... évidemment que les stations ouvrent, hein, parce que c'est rigolo cette petite histoire, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. On aimerait bien refaire un peu de ski alpin. On est d'accord. Et surtout, tous nos espoirs sont dans les collectivités, hein, aujourd'hui territoriales, dans les stations. J'espère qu'ils ont bien compris, j'espère que le message était assez clair pour eux, que maintenant il n'y a pas que le ski alpin, qu'il y a beaucoup de choses à côté du ski alpin et que la montagne peut vivre avec autre chose que les remontées mécaniques, et qu'ils vont s'adapter avec des expériences clients multiples, avec des forfaits multi-activités, et qui vont pouvoir permettre à tous ces randonneurs en ski de continuer le ski de rando en toute sécurité. Parce que tous ceux qui se sont mis au ski de rando, ce n'est pas forcément des alpinistes qui cherchent les 1500 ou 2000 mètres de dénivelé, mais des gens qui cherchent le petit effort sympa entre potes et en famille. Et ça, avec des itinéraires balisés en station, avec toute cette ouverture des collectivités territoriales,
si on pouvait, des stations comme la Clusaz, Saint-Gervais l'ont fait, si ça pouvait se développer, ça serait vraiment super. Message passé. Merci beaucoup, Caroline. Juste un Pascal, mot, ça se justement- développe. Les stations ont des Faut l'applaudir. programmes de ski de rando très développés. Elles ont une vraie... il n'y a pas que la Clusaz et vous avez la Champs-Roux, toutes les stations ont développé. Le problème, c'est la rentabilité économique pour ces stations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles damnent des pistes, elles sécurisent des pistes, elles ont des usagers qui viennent, qui ne laissent pas d'argent dans la station parce qu'ils n'achètent pas de forfait, et qui repartent pour les Grenoblois ou pour les Alsaciens qui peuvent aller à la Clusaz. Donc il y a un modèle économique qu'il va falloir trouver pour ces collectivités locales-là, pour qu'elles puissent continuer à développer une offre de services pointue comme elles l'ont fait depuis plusieurs années, et je pense qu'elles ont bien conscience de cette problématique-là. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, on est pris par le temps. Merci beaucoup à vous tous pour toutes ces informations. On va enchaîner avec les ressources humaines. Merci infiniment pour toutes ces informations. Passez une bonne journée.